On va parler de la réforme des retraites avec cette question. Que va donner la mobilisation contre cette réforme? Rendez-vous, Léonard, dans les minutes qui viennent pour les 8 principaux leaders syndicaux devant l'Assemblée nationale. Là, on voit que vous y êtes. Ils devraient s'adresser à la presse. Absolument, et dans les toutes prochaines minutes, avec un enjeu très important pour eux, réaffirmer haut et fort leur opposition à la réforme des retraites. C'est d'abord une prise de parole très symbolique pour marquer le coup, nous dit-on, alors que le texte de la réforme des retraites arrive à l'Assemblée nationale dès lundi prochain en commission et que les représentants des syndicats sont attendus cet après-midi en audition à l'Assemblée. Et donc cette conférence de presse pour redire leur opposition très nette. Il y aura évidemment les représentants des 8 organisations syndicales, avec une prise de parole notamment de Laurent Berger pour la CFDT, de Philippe Martinez pour la CGT. Laurent Berger qui dans la foulée est attendu à la Questure pour rencontrer Éric Ciotti, deux personnages clés de cette séquence réforme des retraites, deux personnages qui ont une position différente. Laurent Berger est contre, Éric Ciotti est pour, mais tous deux veulent encore des avancées sur le texte. Côté syndicat, il ne faut pas attendre de nouvelles annonces de cette conférence de presse, nous dit-on du côté de la CFDT, mais restons vigilants car on le sait, tous les syndicats ne sont pas sur la même longueur d'onde. Certains, notamment à la CGT, poussent pour une accélération de la mobilisation, pour une montée en puissance, notamment pendant les vacances de février. Donc on va guetter avec beaucoup d'attention la tonalité de ces prises de parole dans quelques minutes donc. Merci beaucoup Léonard. On suit tout cela avec vous évidemment et sur ce plateau avec Valérie Nataf et Rachel Kahn qui sont restés, François Langlais et Damien Fleureau qui nous ont rejoints. Bonjour à tous les deux, messieurs. François, dites-moi, l'enjeu déjà, premier enjeu peut-être, c'est de maintenir l'unité syndicale parce qu'on avait déjà dit, cette intersyndicale réunie comme ça sur la même photo, ça faisait des années que ce n'était pas arrivé. C'est vrai, en fait, ils profitent de la fenêtre où ils peuvent s'entendre sur le plus petit dénominateur commun. Ouais. Cette fenêtre, elle est ouverte jusqu'au 31. Après le 31, on verra bien. Mardi prochain. Ouais. C'est le prochain rendez-vous de la mobilisation. Et d'ici là, c'est évidemment leur intérêt de jouer cette unité, qui est d'ailleurs pas complètement factice, mais qui, on le sait bien, sera quand même mise à l'épreuve bientôt par les syndicats extrémistes qui veulent justement déclencher des grèves reconductibles à la SNCF, peut-être par des propositions, des aménagements du gouvernement sur le texte lui-même. En tout cas, c'est le moment idéal pour montrer ça. Damien, ils se parlent entre eux, j'imagine, ces leaders syndicaux, évidemment, depuis la dernière mobilisation. Ils essayent de s'accorder, disait François, sur le plus petit dénominateur commun. Peut-être ils se calment les uns les autres. Enfin, je pense surtout à Laurent Berger vis-à-vis de la CGT, par exemple. Oui, c'est vrai qu'il se cale. La photo sera importante. Elle est symbolique devant l'Assemblée nationale. Mais on sait bien qu'ils ne sont pas du tout sur la même position sur ce texte, sur les aménagements attendus au texte. Et la présence, cette rencontre de Laurent Berger avec Éric Ciotti, après un temps passé en commun avec les autres leaders et partenaires sociaux, Philippe Martinez, a priori, n'a pas grand-chose à discuter avec Éric Ciotti, le patron des Républicains. Ouais. Laurent Berger, peut-être, attend-il un peu plus de la part de cet entretien du groupe LR. Alors, on entendra évidemment, je ne voulais pas préciser, mais on entendra Laurent Berger et on entendra Philippe Martinez, qui devrait donc s'adresser à la presse dans quelques instants. Je surveille le direct, pour le moment, ils ne sont pas arrivés. Valérie, Damien disait à l'instant, ils n'ont pas tout à fait la même position sur le texte. Est-ce qu'ils ont la même position sur la forme que doit prendre la mobilisation ? Non, il y a d'abord effectivement un certain nombre de points qui ne sont pas forcément synchrones entre la CGT et la CFDT et les autres syndicats, parce qu'ils sont quand même 8. On parle des deux plus importants, mais il y a aussi les syndicats d'enseignants, etc., qui sont très importants dans la mobilisation annoncée mardi. Et puis, ils ne sont pas forcément d'accord, François le rappelait, sur les modalités de la mobilisation. Faut-il des grèves reconductibles ? Faut-il qu'elles aient lieu pendant les vacances scolaires? Vous vous rappelez le psychodrame pour des milliers, peut-être même des centaines de milliers de Français pendant les vacances de Noël qui n'avaient pas pu prendre leur train pour se rendre en famille le premier week-end des vacances scolaires. Donc ça, c'est peut-être d'un point de vue anecdotique, diraient certains. Je ne le crois pas parce que le soutien de l'opinion publique à ces formes de mobilisation est important dans la durée. Le débat parlementaire débute le 6 février, est censé se terminer au plus tard au 26 mars. Ce sont 2 mois extrêmement difficiles pour les Français, quel que soit leur soutien à pas à la réforme, à la mobilisation
contre la réforme, mais ça va être difficile pour les syndicats de tenir pendant ces 2 mois avec un soutien de plus de 50% des Français. Eh oui, parce que c'est vrai que, Rachel, les Français sont globalement peu syndiqués. Je crois que c'est 10%, j'ai à peu près. C'est moins de 10%. Moins de oui, 10%. c'est 7 ou 8. Donc il faut toucher des gens qui sont opposés à ce texte, qui ne sont pas syndiqués, donc pas forcément prêts à aller descendre dans la rue tous les 3 jours. C'est très bien qu'il y ait une crise de l'engagement syndical, qu'il y a de moins en moins de salariés qui en fait, adhèrent à ces associations, ces fédérations, qui veulent s'engager aussi en responsabilité pour les salariés dans l'entreprise. On est dans une période très individualiste aussi, donc les syndicats sont en crise. Effectivement, on voit qu'on est une semaine après la grève de jeudi dernier et une semaine avant celle qui va advenir. Et donc, ils ont besoin forcément de cette communication un peu politique. C'est très particulier de faire une conférence de presse sans annonce. C'est vraiment très Juste singulier. pour dire, on est là, on occupe le terrain. c'est vrai. Mais de ce point de vue-là, d'ailleurs, c'est pas idiot. La preuve, c'est qu'on en parle. Et d'ailleurs, un ministre qui est au premier plan dans cette gestion des réformes me faisait remarquer qu'on observe la physionomie des cortèges. Est-ce que ce sont bien des Français, je dirais, qui ne sont pas politisés, qui ne sont pas militants, qui ne sont pas adhérents d'un syndicat, ou est-ce qu'au contraire, ce sont plutôt les centrales qui ont bien organisé les défilés avec des banderoles et des drapeaux et un beau contingent, notamment de retraités, parce qu'ils ont du temps et ils ne perdent pas en salaire quand ils descendent dans la rue. Et ils sont engagés encore dans la vie politique et sociale de leur pays. Donc c'est important de regarder aussi comment mardi prochain, on va mobiliser à la fois le nombre, mais la qualification de ces cortèges. Ce que je lisais, François, c'est que l'enjeu, c'est aussi de mobiliser dans le privé particulièrement, parce que les salariés du privé ne sont pas très mobilisés pour le moment. Non, bien sûr, effectivement. Je voyais les éléments, d'ailleurs, dans une entreprise qui est intéressante, c'est Engie, qui a à la fois des salariés sous statut, donc avec un régime spécial, et puis des salariés du privé qui relèvent du régime ordinaire. Il y a une différence de mobilisation considérable, 45% pour les gens sous statut et moins de 10% pour les salariés du privé. Tout est là. Je ne suis pas sûr qu'on arrive à les mobiliser. Ce que les syndicats peuvent espérer au mieux, c'est un scénario à la 95, c'est-à-dire la fameuse grève par procuration, où on ne s'engage pas soi-même parce que c'est beaucoup plus compliqué en termes de risques professionnels, de risques sur le salaire. Il faut se rappeler qu'en 1995, la SNCF avait, après avoir arrêté sa grève de 3 semaines, avait refait la grève pour se faire payer, et qu'elle avait été payée. Les grévistes avaient été payés. Dans le privé, évidemment, pas question de ça. Donc c'est, je crois, ce qu'ils peuvent espérer de mieux. Je reviens un instant sur ce que disait Damien. C'est vrai que la mobilisation, jusqu'ici, elle est à un étiage relativement classique pour une grande réforme des retraites, c'est-à-dire entre 1 et 3 millions selon les sources. On avait ça en 2010 aussi, exactement la même chose. Ce qui va être déterminant, encore une fois, c'est l'après-mardi, de voir si la mayonnaise prend ou si au contraire le mouvement s'étiole. En 2010, il avait commencé, si ma mémoire est bonne, en mars, et il s'était poursuivi jusqu'en novembre. Et ça n'est qu'en novembre où il avait été interrompu parce que la dernière manifestation n'avait rassemblé que quelques dizaines de milliers de personnes. Donc le rapport de force avait changé. Il y a aussi quelque chose peut-être qui peut aider à la mobilisation, Valérie, c'est cette affaire de femmes. Le gouvernement s'est mis dedans tout seul, puisque c'est Franck Riester qui en a parlé en début de semaine. Et alors là, on ne parle pas de syndicats, on ne parle pas de statut, on parle de quelque chose qui est totalement universel, qui représente la moitié de l'humanité. Et là, ça pêche d'un point de vue politique. Oui, c'est-à-dire que les explications, les études d'impact de sources gouvernementales ont fait apparaître une forme d'inégalité entre les femmes et les hommes. Alors, ça dépend des lunettes, pardon, que vous allez chausser. Est-ce que vous regardez d'un point de vue financier, et c'est vrai que les pensions des femmes seront, je vous ai entendu hier, François, un tout petit peu plus élevées, de 1 à 2%. C'est marginal, ça vraiment. Voilà, c'est marginal. Ou est-ce que vous mettez les lunettes sur le temps pendant lequel il faudra continuer à travailler pour pouvoir toucher votre retraite sans décote? Et quand on regarde cela, ce n'est pas à l'avantage des femmes. Je vais le dire comme ça, de manière aimable. C'est symboliquement dévastateur pour le gouvernement parce que ils ont passé leur temps, les ministres, le Premier ministre, le Président, à dire que cette réforme était juste et responsable. Responsable, c'est en débat. Juste,
c'est C'est un débat. effectivement battu en brèche en ce moment. Alors, vous voyez ces images en direct, tout le monde est en train de s'installer. Ce qui est sûr, c'est que donc ils sont tous là, comme on l'imaginait évidemment. Je ne vois pas le monsieur Berger. Ah si, voilà, le voilà derrière avec son écharpe rose. Et il y a beaucoup de journalistes, ce qui veut bien dire qu'il y a un certain intérêt, effectivement, des Français, notamment pour ce sujet-là. Ça s'installe doucement et puis ils vont prendre la parole les uns les autres. On écoutera les deux principaux, ce que je vous disais tout à l'heure, Philippe Martinez et Laurent Berger, le temps que ça se cale. Ils ont dû comprendre que la dernière fois, la photo de famille n'était pas très paritaire. Là, je vois qu'ils ont mis les femmes bien devant. Là. Il y en a deux en même temps, donc bon. Mais enfin, on les voit mieux qu'on ne les voyait lors de leur précédente conférence de presse. C'est vrai, vous avez raison. Cette histoire de femmes, c'est vrai, François, ça va au-delà d'un problème de pénibilité ou de secteur. Oui, non, c'est. Alors, il y a une espèce de surprise, d'ailleurs, parce qu'ils ont semblé découvrir l'affaire. Mais ça concerne, je crois, 120 000 femmes. Il y a 120 000 femmes qui sont dans le cas de la pénalisation à cause Ah oui, du alors c'est système. assez marginal, ouais. Bon, c'est quand même pas rien, mais de fait, la réforme neutralise l'avantage lié à la maternité, qui était un élément assez important de la politique familiale française. Bien sûr. Et le fait de passer de 62 à 64 ans, ça coûte encore plus cher aux femmes qui ont des enfants. Ouais. Pas toutes les femmes. Les femmes n'ont pas d'enfants, effectivement. Damien, il demande le silence. Alors attendez, parce que j'attends 2 secondes et je vous pose ma question s'il n'a pas commencé dans 2 secondes. Ah, mais c'est pas de ma faute non plus. Donc, Parlez fort. prochaine réflexion, je me fâche. Donc, déclaration du 25 janvier de l'intersyndicale. Les organisations syndicales de salariés sont reçues aujourd'hui par la Commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale sur le projet de loi relatif à la réforme des retraites. Nous sommes aujourd'hui présents, responsables de nos organisations, pour réaffirmer collectivement notre opposition au projet de réforme qui va à l'encontre des intérêts des travailleuses et des travailleurs en décalant l'âge légal de départ en retraite à 64 ans et en accélérant l'allongement de la durée de cotisation. Cette réforme est d'autant plus injuste qu'elle va frapper de plein fouet l'ensemble des travailleurs et travailleuses et plus particulièrement celles et ceux qui ont commencé à travailler tôt, les plus précaires, mais aussi celles et ceux dont la pénibilité des métiers n'est pas reconnue. L'ensemble de nos organisations syndicales unies contre ce projet ont annoncé une première journée de grève interprofessionnelle et de mobilisation jeudi 19 janvier qui a été un succès massif rassemblant 2 millions de travailleurs et de travailleuses du public comme du privé, de jeunes et de retraités. Nos organisations peuvent également compter sur le soutien de la population. La pétition intersyndicale rassemble à cette date 750 000 signatures. 70% des Français rejettent la réforme et 2/3 des Français soutiennent les mobilisations. Nous avons appelé à multiplier d'ici au 31 janvier, date de la prochaine mobilisation, les actions et initiatives partout sur le territoire, dans les entreprises et les services, dans les lieux d'études, y compris par la grève. Notre système de retraite par répartition n'est pas en danger et rien ne justifie une réforme aussi injuste et brutale. Contrairement aux assertions du gouvernement, l'état de notre système de retraite est loin d'être inquiétant. Un excédent de 900 millions d'euros a été dégagé en 2021, alors qu'un déficit était projeté. Le Conseil d'orientation des retraites estime également qu'il n'y a pas de dynamique non contrôlée des dépenses de retraite. Attachées à un meilleur partage des richesses, les organisations syndicales n'ont eu de cesse, pendant la concertation avec le gouvernement, de proposer d'autres solutions de financement. Jamais le gouvernement, arc-bouté sur son projet, ne les a étudiés sérieusement. Pour nos organisations, d'autres solutions doivent être apportées, notamment sur une réelle politique de l'emploi, la prise en compte des difficultés d'emploi des seniors, lutter contre les inégalités,
auxquels font face les femmes qui ont souvent des carrières incomplètes ou des temps partiels subis. Développer l'accès à la formation professionnelle afin de permettre des reconversions aux travailleurs dans les secteurs où il y a le plus de risques et de pénibilité. Les préoccupations des Français aujourd'hui sont également l'emploi, les salaires et le pouvoir d'achat. L'intersyndicale appelle toute la population à se mobiliser encore plus massivement le 31 janvier pour dire non à cette réforme injuste. Je vous remercie et maintenant nous sommes prêts à répondre individuellement à vos nombreuses questions. Merci. Attendez, on va, Voilà, donc vous avez entendu Philippe Martinez, je pense qu'il n'y a que lui qui s'exprimerait en fait, et puis là ils vont répondre à différentes questions rapidement parce qu'ils ont rendez-vous, comme il le disait, à la commission des affaires sociales. Plusieurs choses dans tout ce qui a été dit par Philippe Martinez, François Langlais, quand il dit les autres solutions n'ont pas été étudiées, par exemple, cette histoire de taxation des milliardaires, quand il dit le système n'est pas en danger, quand il dit les 2/3 des Français soutiennent la mobilisation, tout ça, il a raison là-dessus ? Écoutez, que les autres solutions n'aient pas été auscultées par le gouvernement, c'est incontestable. Son parti a été pris depuis déjà un moment pour des raisons, je dirais, à la fois techniques et aussi, et peut-être même, surtout politiques. Il fallait afficher 64 ans au moins, de façon à donner un marqueur de réforme visible, compréhensible par tout le monde, y compris à l'étranger, sur les marchés financiers, en Europe, etc. Et surtout aux électeurs de droite. Ce qui est plus problématique, c'est son diagnostic sur l'état financier du système. C'est ça. Il y a quand même au moins deux questions qui l'éludent. C'est peut-être pas le lieu de les traiter, mais c'est l'évolution démographique, chose toute simple. C'est le rapport entre le nombre de cotisants et le nombre de retraités. Bien sûr, il ne cesse de se détériorer. L'autre élément qu'on passe sous silence systématiquement, c'est que les 900 millions d'euros d'excédent qu'il mentionne, M. Martinez, n'interviennent qu'après des subventions de l'État annuelles qui sont de l'ordre de 30 milliards. Chaque année, l'État verse 30 milliards de subventions d'équilibre au régime. Donc, est-ce qu'on doit se satisfaire de ça ? C'est l'équivalent du budget du ministère de l'Intérieur, du ministère de la Culture et du ministère de l'Agriculture réunis chaque année. Est-ce qu'il n'y a pas un autre usage pour cet argent ? Je ne sais pas, pour la santé, pour l'éducation. La formation, ce genre de choses. On peut se dire, après tout, le fait d'augmenter la quantité de travail effectué en France, c'est un moyen aussi de revamper nos services publics qui en ont bien besoin. Sans même parler de baisse d'impôts. N'allons pas jusqu'à ces extrémités les plus échevelées, si je puis dire. Il y a aussi quelque chose qui ressort énormément, et c'est sans doute là aussi où ils se sont retrouvés, tous ces syndicats, Damien Fleureau, c'est la brutalité. Il a employé le mot d'ailleurs, de dire, attendez, 1er septembre, ça va trop vite et trop fort, quoi. Oui, et d'ailleurs, certains élus, notamment à droite, souhaiteraient que l'exécutif, le gouvernement, décale la mise en application de cette réforme et n'entre pas en application dès 2023, mais en 2024 par exemple, parce que ceux qui avaient programmé un départ prochain à la retraite puissent s'y retrouver. C'est étudié au sein du gouvernement, mais ça pose ensuite la question de l'urgence de la réforme. Vous savez qu'il y a un petit débat constitutionnel sur le fait de faire passer cette réforme des retraites par un projet de loi de finances rectificative. Il faut qu'il y ait urgence, d'où l'importance sur ce point pointé par Philippe Martinez, il n'y a pas urgence à réformer le système. Le gouvernement dit oui, mais si on réforme que pour 2024, du coup, on a l'impression qu'il y a moins d'urgence. Donc il y a un problème de calendrier, quoi. Ouais, c'est ça. Valérie ? Non, ce qui m'a frappé, indépendamment de tout ce qui a été dit et très bien dit autour de cette table, c'est quasiment les premiers mots de Philippe Martinez, que si les syndicats qui allaient être auditionnés à la Commission des affaires sociales à l'Assemblée nationale... on est avec Laurent Berger qu'on écoute. Qu'est-ce qui peut vous faire bouger aujourd'hui ? Clairement, aujourd'hui, les inégalités qui sont liées au report de l'âge légal à 64 ans, ils sont de plusieurs ordres. Il y en a une, vous le soulignez, qui est le fait que certains vont cotiser plus que 43 ans. Évidemment que c'est une très mauvaise chose. Mais la CFDT, depuis 98, elle dit que le plus mauvais des curseurs, c'est le report de l'âge légal. C'est l'âge légal. Donc la CFDT, elle est opposée aux 64 ans. Donc on va déposer des amendements. Nos équipes aujourd'hui, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, vont
aller discuter avec la commission des affaires sociales, vont dire ce en quoi on est en désaccord, quelle autre source de financement, notamment via l'emploi des seniors, on pourrait avoir pour financer les retraites. Et donc on est aujourd'hui, c'est au gouvernement de répondre à la préoccupation des citoyens et des travailleurs. Je crois qu'ils l'expriment massivement leur désaccord avec ce projet de réforme. Moi je rencontre tous les groupes parlementaires à l'exception du Rassemblement national, et vous savez pourquoi, parce que c'est aujourd'hui une partie de la solution se trouve au Parlement. Donc je rencontre le président des LR, Éric Ciotti, le président du groupe parlementaire LR, Olivier Marleix, tout simplement pour leur dire l'opposition de la CFDT à cette réforme et les propositions qu'on aurait souhaité qu'ils soient suivies, c'est-à-dire un système des retraites autre qui aplanisse les inégalités, qui les réduisent, qui y mettent fin, et pas ce système qui va les creuser. Est-ce qu'il y a une sortie honorable pour les gouvernements ou non? Et je crois, vous savez, on a la chance d'être dans une démocratie. Le gouvernement, il doit écouter ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que l'opinion est en désaccord avec cette réforme, et il y a une large mobilisation des salariés. Enfin, on ne peut pas faire comme si ce qui s'était passé le 19 et ce qui, j'espère, se passera le 31 n'était pas une mobilisation massive dans des endroits où habituellement il n'y avait pas autant de mobilisation. Enfin, il y a des éléments extrêmement intéressants à suivre. C'est que dans les endroits où il y avait personne qui se mobilisait ou très peu auparavant, il y a eu des grosses mobilisations, que la manifestation parisienne était une grosse manifestation, mais proportionnellement, elle pèse moins dans la mobilisation nationale que d'autres fois, tout simplement parce que des travailleurs et travailleuses qui jusqu'alors sortaient peu, veulent pas de cette réforme et ont décidé de se mobiliser. Donc on continuera de le faire le 31, et ensuite, si le gouvernement ne veut pas nous entendre. Que ce soit sur les coupures ou sur la grève combustible. Non, c'est deux questions importantes. Non, mais j'ai déjà dit. Vous savez, quand on a besoin de se parler avec Philippe Martinez, on ne le fait pas à travers le micro. Pourquoi est-ce que vous avez des grèves pendant les vacances de février? Pardon? Est-ce que vous seriez pour des grèves reproductives pendant les Non, vacances mais de février? arrêtez, on n'est pas encore en vacances. Ok? Il n'y a pas des vacances. Les vacances, c'est la semaine prochaine. Mais non, les vacances, c'est à partir du 5 ou 6, je crois, pour les premières zones. Donc aujourd'hui, il y a une mobilisation le 31. Ce qui est important, c'est le 31. Le 31, il faut qu'un maximum de citoyens, de travailleurs et travailleuses soient mobilisés dans les manifestations partout en France, le fassent dans le cadre qui était celui du 19, c'est-à-dire de façon revendicative et respectueuse et pacifique. Et c'est ça la démocratie, c'est qu'on puisse s'exprimer comme ça. Donc la CFDT, c'est la voie qu'elle poursuit. Le 31 au soir, on se regroupera de nouveau en intersyndical pour décider ensemble ce qu'on fait. Pour le reste, j'ai pas de commentaires à faire. La SNCF, pourquoi ne pas appeler